Bonsoir à toutes. Bon, c'est un peu perturbant parce qu'on s'appelle toutes les deux Anaïs, hein, mais c'est pas grave, on arrivera à s'y retrouver quand même. Donc moi j'ai un site internet qui s'appelle Couture Addict. J'étais pas couturière de métier. C'est à l'occasion d'un congé parental que je m'y suis mise. Et tout ça pour vous dire que on n'est pas obligé d'avoir un don ou d'être très créatif à la base ou voilà, c'est la couture, on peut s'y mettre, c'est quelque chose de pratique. La machine à coudre, c'est vraiment pas difficile à prendre en main. Donc cet atelier s'adresse à tous ceux qui ont envie de faire la couture, tous ceux, toutes celles. Enfin voilà, je fais exprès de dire tous ceux parce que c'est pas réservé qu'aux filles, hein, donc voilà. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir se mettre à faire de la couture zéro déchet, même quand on ne sait pas déjà coudre. Donc cet atelier s'adresse à des ultra débutants, comme à des personnes qui savent déjà coudre, pour donner des petites astuces pour pouvoir donc se lancer avec des conseils pratiques les plus basiques pour réussir sans voilà, pour être sûr de réussir tous ces ouvrages sans grosse difficulté, voilà. Donc, je vais commencer. Alors déjà un petit mot peut-être pour la machine à coudre, parce que peut-être que vous en avez déjà toute une, mais peut-être pas. Et si vous avez l'envie de vous lancer donc dans la couture, une machine à coudre basique fait l'affaire. Il n'y a pas besoin de fonctionnalités spécifiques pour coudre des choses zéro déchet. J'encourage à réutiliser des machines qui sont d'occasion. Je dis toujours qu'il vaut mieux une machine à coudre, une bonne occasion plutôt qu'une mauvaise neuve. Donc voilà, on utilise le point droit, le point zigzag, c'est vraiment des points basiques. Donc voilà. Et puis pareil, quand on hésite à acheter une machine à coudre, essayer de se faciliter la vie avec des petites fonctionnalités qui aident bien quand on débute. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas à vous faire entourer de personnes qui savent coudre autour de vous pour vous mettre le pied à l'étrier. C'est souvent, puis c'est sympa en plus de coudre à plusieurs. C'est vrai que c'est agréable. Voilà. Maintenant, je vais partir sur la première partie qui va être la partie préparation du patron. Donc pour ça, donc pour la pochette à savon, tout simplement, on prend une feuille A4. Ensuite, avec donc une règle et un stylo, hop, voilà, pardon, je passe devant. Donc, je pose ma règle. Moi, en l'occurrence, j'ai déjà mon patron, hein, donc je vais l'utiliser. Mais je vais vous montrer comment vous le fabriquez en partant juste d'une feuille de papier. Donc, je pose ma règle, je calcule 14 cm, oui, c'est ça. Je précise que les marges de couture sont incluses dans les dimensions que je vous donne à chaque fois. Donc c'est 30 cm, hein. Une feuille A4 c'est 21, 29,7, donc 29,7, 30 cm, il y a 3 mm d'écart. Une feuille A4 fera très bien l'affaire. Donc on prend notre feuille A4, on mesure 14 cm, on trace. Hop, moi je vais le faire en même temps, comme ça vous montre, comme si j'avais une règle. Hop, 14 cm, tac, tac, tac. Là. Voilà. Donc je me retrouve avec un rectangle de 14 cm sur à peu près 30 cm de long. Ensuite, ce rectangle, je vais le découper. Vous remarquerez au passage, j'utilise un stylo qui est très prisé pour les couturières parce que c'est un stylo en fait qui s'efface il est rechargeable déjà et il s'efface avec le fer à repasser. Ça veut dire que quand on le trace sur du papier ou sur du tissu, et c'est là que ça devient intéressant, un coup de fer à repasser et notre tracé de stylo disparaît. Donc c'est vraiment des stylos qui sont très pratiques. Voilà, donc petit aparté. Donc ensuite, je découpe mon rectangle de 14 cm sur 30 cm. Hop. Voilà. Et donc, si on n'a pas envie d'avoir une pochette toute carrée, l'idéal, c'est de lui arrondir deux angles pour avoir au niveau du rabat des angles qui sont arrondis, comme on peut voir ici. Vous voyez, là, les angles sont arrondis. Hop, je montre. Ça va être le rabat. Alors, pareil, bon, j'en reparlerai au moment de découper les tissus, mais le sens des motifs peut être important. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester sur le patron.
Donc, mon patron, j'ai un rectangle, je vais arrondir 2 angles. Pour que mes 2 angles soient arrondis de manière symétrique, je vais plier ma feuille en deux, hop, comme ça, dans sa longueur. Je la plie en deux et je prends un objet avec un bord arrondi. Ça peut être un verre, un couvercle arrondi, ça peut être une bobine de fil, les grosses bobines comme ça. Je le mets dans un angle et j'utilise ça comme gabarit pour, hop, faire mon arrondi. Et une fois que mon arrondi est fait, je découpe en prenant les deux parties du papier. Voilà. Et j'ai mon patron qui est fait. Marge incluse. Voilà. Donc la partie arrondie, je répète, ce sera la partie du rabat. Hop. Une fois que j'ai mon patron, l'idéal, c'est après, si on veut l'utiliser un bon nombre de fois, c'est de le remettre par exemple sur du carton. On récupère du carton, je sais pas, quand on a reçu des colis ou du carton, je sais pas, d'emballage du muesli ou des céréales du matin, des choses comme ça. On le pose dessus et puis on va le coller. Et comme ça nous fait un patron qui est cartonné et ça va être beaucoup plus facile à tracer sur du tissu s'il est bien rigide et bien voilà. Cartonné, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai mon patron. Je prends mon tissu. Donc, premier tissu, coton basique. C'est un coton imprimé que j'ai choisi là. Bon, évidemment, de préférence certifié bio ou Ecotex. C'est voilà. Ecotex, c'est une certification qui intègre le fait que après fabrication, le tissu n'est pas néfaste, il va pas causer d'allergie. Par contre, au niveau de la fabrication, il teste le tissu qu'une fois le tissu terminé. Donc il n'y a pas de normes par rapport à la fabrication. Donc c'est pas la meilleure certification. La meilleure certification, c'est la certification GOTS, G-O-T-S, qui est une certification qui est très restrictive au niveau des encres qui sont utilisées, au niveau de la manière dont sont traités tous les intervenants à tous les moments de la fabrication du tissu, voilà, pour que ce soit équitable. Et puis voilà, les encres, les tissus eux-mêmes, la façon dont est les matières premières, donc c'est des matières naturelles à chaque fois. Et par exemple, on peut pas avoir de polyester certifié GOTS, quoi. C'est pas possible, c'est à chaque fois que des matières naturelles. Donc voilà, petit aparté pour les tissus. Donc coton. Et le deuxième tissu, ça va être un tissu imperméable, parce que l'idée donc de notre pochette, c'est d'éviter que notre savon, il va mouiller tout le reste de notre trousse de toilette. Donc pour éviter ça, on prend un des deux tissus qui va être imperméable. Celui-ci, c'est une gabardine qui est fabriquée en France et qui est étanche. Voilà, mais ça peut être très bien du coton enduit, ça peut être voilà, tout un tas de voilà, un tissu coton basique et un tissu imperméable. On peut avoir aussi deux tissus imperméables, mais c'est pas forcément utile. Généralement, ils sont plus chers. Et puis voilà. Après, j'encourage la récup. Si vous avez déjà, je sais pas, par exemple un vêtement que vous mettez plus et que vous voulez récupérer le tissu parce que vous le trouvez joli, n'hésitez pas. C'est voilà, c'est encore mieux que d'acheter du tissu exprès. Donc, si vous l'avez pas déjà, oui, effectivement. Mais alors la gabardine, je vous dis, ça peut être de la gabardine, ça peut être n'importe quel tissu imperméable, hein. Du coton enduit, ça peut être une nappe. Des fois, on a des nappes en coton enduit qu'on n'utilise pas parce qu'il y a un trou à un moment, voilà. Donc on peut réutiliser ce genre de choses. Il y a une induction dessus. Une fois que j'ai donc mes deux tissus et donc mon patron, je vais tracer ce patron sur l'envers de mes tissus. Alors pourquoi sur l'envers? On pourrait très bien tracer sur l'endroit, mais en fait c'est comme ça, si jamais on se trompe et qu'on a des petites traces de stylo, c'est mieux que ce soit sur l'envers que sur l'endroit, quoi. Donc on prend l'envers de notre tissu. Imaginons que là j'ai donc un carré de gabardine. Je prends l'envers vers moi, je vais poser donc mon patron par-dessus et puis je vais le lester avec des objets. Alors ça peut être voilà, ce qui nous tombe sous la main,
ça peut être des bobines de fil, voilà. L'important, c'est de pouvoir passer autour sans être gêné. S'il est rigidifié par le carton, comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, on a moins besoin de le lester parce qu'il va pas trop bouger, il va rester comme ça, voilà. Donc, comme les dimensions que je vous ai données sont avec les marges incluses, je vais tracer le contour de ce patron directement sans rajouter de marge de couture. Voilà, on trace vraiment au bord. Donc, on trace le contour et une fois que c'est fait, on enlève tout ça et on découpe notre tissu. Voilà. Et donc ça, on le fait dans les deux tissus. Donc, petite aparté également pour les tissus à motifs. À partir du moment où on a des angles arrondis, ça veut dire qu'il est plus exactement, il a un sens. Quand nos motifs, pardon, je me reprends, quand mes motifs ont un sens, c'est important de les placer d'une certaine manière. C'est-à-dire que le bas du motif va être au niveau des arrondis. Donc là, on voit par exemple, j'ai des petites licornes. Et ben donc le haut du tissu, le bas du tissu, clairement, on voit bien qu'il a un sens haut-bas. Et ben la partie arrondie va être vers le bas. Pourquoi? Parce que une fois que ma pochette elle sera fermée, mon rabat il va être dans le bon sens. Voilà. Donc toujours l'arrondi vers le bas des motifs. Une fois qu'on a fait ça, donc on a nos deux tissus qui sont découpés. Hop, il va falloir les placer endroit contre endroit. Donc, trouver l'endroit du tissu imprimé, c'est pas difficile. Des fois, avec les tissus imperméables, c'est un peu plus délicat parce que il faut toucher, enfin, il faut avoir. Alors, généralement, pour trouver l'envers, c'est la partie. Alors là, sur ma gabardine, par exemple, l'envers c'est la partie enduite et l'endroit c'est la partie qui est plus douce. Donc, quand c'est enduit, ça colle un peu plus au toucher, ça brille, voilà. Donc après, à vous de voir. Si c'est par exemple un coton enduit, c'est différent. L'induction est sur le dessus, mais ça se voit. Hein. On voit très bien sur un coton enduit quel est l'endroit de l'envers. Donc on va poser nos tissus endroit contre endroit. Donc hop, je les place endroit contre endroit et je vais les épingler. Alors moi, j'ai pris des petites pinces. Je pense que certaines d'entre vous doivent les connaître. Des petites pinces comme ça. Alors on peut les trouver dans certaines merceries. Il y a la marque Prime qui les fait. Voilà. Après il faut les chercher. Ça s'appelle. Alors c'est la marque qui les a faites au départ, c'est la marque Prodige. Donc on appelle ça comme pour l'essuie-tout qu'on appelle sopalin. C'est devenu des pinces Prodige. Mais Prodige c'est la marque. Donc quand on fait une recherche ou quand on demande à une vendeuse, c'est des pinces Prodige. Voilà pour les chercher. Donc moi j'utilise ces petites pinces là. Pourquoi? Parce que sinon, on peut utiliser effectivement sinon des épingles, mais les épingles, elles vont faire des trous dans nos tissus imperméables. Et donc, ça va casser l'imperméabilité du tissu. Donc, on préfère ces petites pinces qui vont pincer les tissus, les coincer ensemble, sans faire de trous, sans abîmer. Donc, je vais vous montrer après. Je vais les épingler comme ça, bord à bord, endroit contre endroit. Voilà. Donc après, on n'est pas obligé d'en mettre 50. Quelques-unes suffisent. Hop. Voilà. Faut pas hésiter à se faire des petits pense-bêtes. Je prends mon petit stylo et puis je me fais des marques. Voilà. Généralement, je laisse une ouverture de 5-6 cm. Ça suffit. On voit bien là? Voilà, on les voit. Donc voilà, ça va être ici mon ouverture. Et donc, je vais commencer là. Je vais faire le tour. Et je vais revenir ici et je vais m'arrêter. Et à chaque fois, au début et à la fin, je fais un aller-retour avec la machine à coudre pour sécuriser mon point. Parce qu'après, lorsque je vais passer ma main pour retourner, je vais tirer sur ces coutures-là. Si j'ai pas fait d'aller-retour d'un côté ou de l'autre, paf, mes points vont sauter, ça va être énervant. Donc, on n'hésite pas, on se fait des petites marques. On est sur l'envers du tissu, donc ça se verra pas. En plus, on sait qu'avec ce genre de stylo, un coup de fer à repasser, pouf, ça disparaît. Donc, pas d'inquiétude. Donc, je vais passer maintenant à la couture. Donc, je vais commencer après, donc, en dessous, mon premier repère. Mon aiguille,
elle est située tout à gauche. Parce que sur ma machine, c'est configuré comme ça. J'ai plusieurs choix. On peut mettre l'aiguille au milieu. Il y a des fois, il y a certaines machines, on n'a pas le choix. Du coup, au milieu, voilà. Donc, par contre, vous avez des repères sur votre plaque en métal qui est ici, qui permettent de savoir, en plaçant votre tissu, par exemple, pour qu'il soit à 1 centimètre du bord. Parce que moi, j'ai prévu, donc, pour mes patrons, à chaque fois, que les marges de couture soient d'1 centimètre. Ça veut dire que l'aiguille doit faire sa piqûre à 1 centimètre du bord du tissu. Il doit y avoir un espace comme ça entre la piqûre et le bord du tissu. Donc, avec la mienne, quand je pose le bord du tissu, quand je l'aligne avec le bord de mon pied de biche, ça s'appelle le pied de biche, et ben, ma piqûre, quand l'aiguille est tout à gauche, est à 1 centimètre. Donc, voilà. Je vais sélectionner donc le point droit, le point basique, et je vais agrandir un tout petit peu la longueur de mon point. La longueur de mon point, c'est l'espace que j'ai entre deux coutures. Pourquoi? Parce que là, on a deux tissus, il y en a un qui est fin et l'autre qui est un peu plus épais, ma gabardine. Donc, plus on a des tissus épais et plus on va allonger notre point. Ça évitera que notre machine, elle ait du mal à faire avancer. Voilà. Donc, pas hésiter, plus on a de l'épaisseur, à allonger le point. Donc, vous avez des réglages selon les machines. Voilà, moi, je suis à 3. Voilà, c'est la plupart du temps. Le point basique, c'est 2, 2,5 par défaut. Et puis, on peut l'agrandir. Voilà. Donc, moi, je suis à 3. Mon aiguille est tout à gauche et je vais commencer à coudre. Hop. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? D'accord. Donc, je commence. Je fais 1, 2, 3 points. Hop, je repars en arrière. 1, 2, 3. Et là, j'ai fait mon aller-retour qui va sécuriser donc ma couture. Ensuite, je repars. Et au fur et à mesure que j'avance, je fais bien attention à garder le bord de mon tissu aligné avec le bord de mon pied de biche. C'est ça qui va me permettre de garder cette couture qui va être régulière à 1 centimètre du bord. Donc, on a tendance, quand on débute, à regarder l'aiguille, voir où est-ce qu'elle est bien à 1 centimètre du bord. En fait, le vrai repère à garder quand on coud, c'est la façon dont notre tissu s'insère par rapport au pied de biche ou par rapport au repère qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est vraiment très important. Faut pas regarder là, faut regarder avant le pied de biche. S'il s'insère correctement au moment où il arrive sur le pied de biche, la couture va être faite au bon endroit. Donc, hop, j'avance. Et quand mon aiguille va arriver à 1 centimètre du bord, hop, j'arrête. Ma machine est configurée pour que quand j'arrête, mon aiguille se plante. C'est pas le cas toujours. Donc, si votre aiguille s'arrête en position haute, avec la molette, je la plante pour qu'elle fixe le tissu et que je puisse relever le pied de biche. Hop, j'enlève ma petite épingle qui va me gêner. Et je redescends. Et là, je suis bien placée. On voit bien que mon pied de biche est toujours bien aligné avec le bord de mon tissu. Je suis toujours à 1 centimètre du bord. Je peux repartir. Voilà, donc comment on a fait notre premier angle. C'est facile. Donc là, je couds à une vitesse très réduite. Ça évite de faire trembler la table. Et puis comme ça, on voit mieux. Hop, je tourne à nouveau, mon aiguille est plantée. Si c'était pas le cas, avant de tourner, avant de relever le pied de biche, bien sûr, on plante l'aiguille. Hop, et on repart dans l'autre sens. Alors là, je suis un peu gênée par la caméra. Voilà, je remets bien mon tissu. Donc, je vais aller faire le tour. Donc à chaque fois, au fur et à mesure que mon projet avance, je fais bien attention toujours à garder l'alignement entre le pied de biche et le bord du tissu. Voilà. On va arriver à la première difficulté qui va être l'arrondi. Je vais vous montrer des petites techniques différentes pour gérer l'arrondi. Hop. Donc on va avancer un petit peu et je soulève légèrement, je fais un point. Je soulève légèrement, je fais un point. Hop, je soulève légèrement, je fais un point. Je soulève légèrement, je fais un point. À chaque fois, mon aiguille, elle est plantée dans le tissu. Il faut bien qu'elle soit plantée parce que sinon, on va décaler notre couture. Donc, si votre machine, elle n'est pas configurée comme ça, il faut bien penser à chaque fois à planter l'aiguille avant de relever le pied de biche. Je repars. Hop.
À nouveau, mon aiguille est plantée, je soulève un peu, un point. Soulève un peu, un point. Faut pas hésiter à aller doucement. On a tendance souvent à voir des vidéos ou des choses comme ça où ça file à toute allure et on a souvent l'impression qu'il faut que nous aussi on couse à toute allure. C'est une erreur. N'hésitez pas à coudre doucement. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a aucun problème. Il vaut mieux coudre bien et doucement que coudre vite et n'importe comment et perdre le contrôle. Donc là, j'arrive presque à mon deuxième repère. Hop, je m'arrête. 3 points en arrière, 3 points en avant. Hop, je relève mon aiguille et je tire mon ouvrage et je vais pouvoir couper mes fils. Voilà. Une fois que j'ai coupé mes fils, généralement, je recoupe plus près. Hop, hop, je laisse pas des fils traîner. C'est un risque après qu'ils se prennent dans votre couture, qui vous embêtent. Donc je les prends, je les enlève directement. Voilà. L'étape d'après, une fois qu'on a fini cette première étape de couture, c'est qu'on va réduire les marges de couture. Est-ce que vous voyez bien là? Donc on voit bien l'ouverture qu'on a laissée là, sur le grand côté rectiligne. Et donc, on pourrait se dire, tiens, maintenant je retourne. Parce que c'est l'étape d'après. Seulement, si on fait ça, ça va pas être très joli. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des ciseaux à cranter et de recouper les marges de couture. Les marges de couture, donc c'est donc cet espace entre la couture et le bord du tissu. Dans les angles, on va couper en biais. Hop et hop. Sur les parties rectilignes, je vais recouper de moitié, c'est-à-dire que je vais couper à 5 mm du bord. Voilà. Partie rectiligne, hop, je recoupe à 5 mm. Je vous montrerai après, hein. Une fois que j'ai terminé. Alors les ciseaux à cranter permettent d'éviter que ça s'effiloche, donc c'est mieux de le faire avec des ciseaux à cranter. Donc là, on voit l'arrondi, hop, je reste à 5 mm du bord. C'est surtout pour l'arrondi que ça va être très intéressant d'avoir cranté, parce que en fait, on enlève de la matière en fait en crantant comme ça, ce qui va permettre que toute cette partie-là de tissu va se retrouver dans un espace qui va être beaucoup plus petit quand on va retourner. Donc si on n'enlève pas de la matière en faisant des petits triangles qui enlèvent du tissu, et ben on va se retrouver avec ça va froncer, ça va être pas joli. Donc si on n'a pas de ciseaux à cranter, on prend des petits ciseaux pointus et puis on fait des petits triangles comme ça où on enlève du tissu au niveau des arrondis pour enlever de la matière. Voilà, c'est pas grave donc si on n'a pas de ciseaux à cranter, mais c'est mieux. Et puis en plus comme ça évite de réfléchir. C'est-à-dire que bon voilà, on a cranté, on se dit pas bah là j'ai un arrondi donc il faut que je fasse ceci, c'est fait directement. Donc ça a cet avantage-là. Donc ensuite, je vais m'approcher de l'endroit où j'ai l'ouverture. Et l'endroit où il y a l'ouverture, je vais pas recouper les marges de couture. Je vais biaiser, hop, pour ressortir. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est visible ici? C'est bon? On recoupe surtout pas les marges de couture au niveau de l'ouverture. Vous allez voir pourquoi juste après. Une fois que vous avez fait ça, donc on retourne l'ouvrage. Très facile. Par le trou, on passe les mains, on attrape le tissu. On peut, hop, tirer vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut pas que l'ouverture soit trop petite. Si elle est trop petite, on a du mal à passer les doigts, donc 6 cm, c'est pas mal. Quand on peut se le permettre, c'est très bien. Hop, voilà. Je pousse bien mes angles. On peut prendre par exemple un stylo, on peut prendre un petit... Moi j'ai un petit ustensile que j'utilise pour retourner mes coutures. C'est quoi? Il est caché. Ah oui, voilà, il est là. C'est un espèce de... C'était quoi? C'était un cure-dent que je voulais pas jeter parce que c'est du plastoc. Et je me suis dit, toi, mon coco, tu vas être réutilisé. Donc, j'ai coupé la partie pointue. Et donc, je l'utilise pour pousser mes angles. Hop. Voilà. Voilà. Donc, là,
Je pousse bien mes angles pour qu'ils soient bien pointus. Hop. Et d'un. Et de deux. Je ressors mon truc, hein, quand même, on va pas le laisser à l'intérieur. Si on a l'occasion, un petit coup de fer à repasser, c'est bien. Ça écrase les coutures et ça permet de bien placer les tissus. Donc un petit coup de fer à repasser là-dessus. Alors, effectivement, la gabardine, c'est une matière qu'on peut repasser. Si c'est une matière, par exemple, comme du coton enduit, on peut aussi le repasser, mais il faut parfois mettre un tissu par-dessus pour protéger ou mettre surtout le fer pas trop chaud. Mais c'est une très bonne question, effectivement, il y a beaucoup de matières qui aiment pas trop le fer à repasser. Donc l'important, quand on a un doute, on met vraiment pas chaud le fer, on le met sur laine ou délicat, voilà. Et puis on n'hésite pas à utiliser du papier cuisson ou du tissu. Un torchon, voilà, exactement, tout à fait. Donc là, l'endroit où j'ai mon ouverture, les marges de couture, je les prends et je les replie vers l'intérieur. Vous les voyez? Elles sont à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'était important de ne pas les recouper. Si on les avait recoupées, elles dépasseraient, là, elles nous embêteraient. Donc là, elles sont plus longues, donc on peut les placer vers l'intérieur. On va leur remettre des petites épingles, comme ça. Et puis, donc, on va pouvoir placer nos tissus. Alors, pour cette pochette-là, c'est le contraire. Voilà, c'est ça. Tac. Tac, tac. Donc, je fais un repli de 10 cm. Ok? Je compte entre là et là. Hop, 10 cm. Généralement, c'est ça. Voilà. J'attrape tous les tissus en même temps. Hop. Ça, c'est à l'envers. Je me trompe. Hop. Là, j'ai mes motifs qui sont pas visibles. Donc, tac et tac. Voilà. Donc, je fais un repli du bas du tissu vers l'intérieur sur 10 cm. 10 cm. Voilà, on va dire que c'est ça. Hop et hop. Entre la partie où le rabat va se replier après, il y aura 1 cm ici. Ça, on va le faire après. Donc, première étape, on replie de 10 cm le bas. D'accord? On épingle. Donc là, j'ai mes 10 cm. Hop, mon rabat qui va être comme ça. Voilà. Donc, je mets mes petites épingles pour que ça tienne bien. Hop. Je vérifie bien que ce soit la même longueur là et là. Et donc, je vais faire une couture qui va partir d'un angle, qui va faire le tour et revenir ici, qui va permettre à la fois de fermer cette ouverture qu'on a laissée et à la fois de fixer ce repli. Donc, je le prends. Hop. C'est parti. Donc, je commence dans un angle. Voilà. Donc, quand je vais faire ma surpiqûre, parce que ça s'appelle une surpiqûre, à partir du moment où on fait une couture sur l'endroit du tissu qui va être visible, c'est une surpiqûre par-dessus. Je vais déplacer, si vous en avez la possibilité, hop, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'ai mon aiguille qui se déplace vers la droite. Donc, si vous avez la possibilité, il vaut mieux mettre tout le tissu sur les deux griffes d'entraînement et déplacer l'aiguille. Si vous n'avez pas la possibilité, évidemment, vous déplacez vos tissus pour qu'ils soient en dessous de l'aiguille. L'idée, c'est que l'aiguille soit le plus à droite, à quelques millimètres du bord du tissu. Voilà, donc je mets bien mes fils à chaque fois. Hop. Petite astuce, quand on commence par une couture qui est un petit peu épaisse comme ça, des fois, la machine a du mal à avancer. Elle patine. Donc moi, je prends mes petits ciseaux comme ça, qui sont quand même assez fins. Et comme je dis, je lui soulève les fesses. Hop là. Et en fait, alors on a un petit bouton sur la plupart des machines qui est celui-là qu'on connaît mal. Ce petit bouton-là, vous le voyez? En fait, il permet justement
de pouvoir mettre le pied de biche à la hauteur. En fait, plutôt qu'il ait les fesses comme ça en arrière, puisque, hop, vous voyez, là, il est de biais. C'est-à-dire que il est posé sur la plaque en métal, mais l'épaisseur du tissu fait qu'il se retrouve comme ça. Et c'est ça qui l'empêche d'avancer. Donc, en fait, si on le met comme ça, il a aucun problème pour avancer. Donc, dès qu'on fait une surpiqûre, ne pas hésiter, soit à appuyer sur ce petit bouton pour coincer le pied de biche à la hauteur, si on l'a. Si on l'a pas, hop, on lui soulève un peu les fesses, comme je dis. Et donc, on a notre aiguille qui est tout à droite et je vais allonger mon point à 4. Donc, le point droit, donc, je l'allonge, c'est-à-dire, c'est l'espace entre les deux piqûres. Et ça, c'est important parce que là, on n'a pas 4 épaisseurs, mais on a aussi à l'intérieur les marges de couture qui sont repliées. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épaisseurs. Donc, il faut bien en tenir compte. Faut pas hésiter à allonger son point. Hop, je rattrape mes fils pour qu'ils se mettent bien. Hop, tac, tac. Je remets mes petits ciseaux. Et je vais pouvoir commencer. Et vous voyez qu'elle a aucun problème pour avancer. Elle a pas patiné, elle m'a pas dit « Ouh là là, c'est dur ». Elle a pas bronché, elle est d'accord avec moi. Voilà. Voilà. Une fois qu'on est parti, que le pied de biche, il est sur tout le tissu, on n'a plus besoin, on les enlève. Voilà. Hop. Je continue. J'ai dépassé le repli. Je continue. Je reste bien au bord. Alors moi, j'ai pris comme repère à chaque fois, parce qu'il faut toujours se fixer des repères pour coudre à la même distance du bord du tissu. Comme repère, j'ai un pied de biche avec une partie, je sais pas si vous le voyez ici, une partie transparente et une partie métallique. Et ben en fait, je fais avancer mon tissu à l'endroit où, je l'aligne avec l'endroit où c'est la jonction entre la partie transparente et la partie métallique. Moi, j'ai pris ça comme repère. À vous d'en trouver un sur votre machine pour qu'effectivement, au fur et à mesure que vous avanciez, vous aligniez votre tissu avec le repère que vous avez choisi. Vous pouvez très bien vous mettre du masking tape sur votre machine. Vous prenez, vous le collez et puis vous alignez votre tissu avec votre masking tape. C'est facile, ça s'enlève après, c'est pas gênant. Mais c'est génial pour pouvoir bien garder la couture très régulière. Du masking tape, qu'est-ce que c'est? Alors du masking tape, c'est du ruban adhésif. Alors on en trouve par exemple dans les magasins de loisirs créatifs, ça peut se trouver aussi dans les magasins de bricolage. C'est une sorte de scotch mais décoratif. Comment? On en trouve dans les supermarchés, voilà. En fait, on peut en trouver dans beaucoup d'endroits différents. On peut en utiliser, on en a des fois du ruban de masquage pour peindre. Vous voyez ce ruban adhésif là, qui en fait l'idée c'est qu'il s'enlève très facilement. Parce que si on prend du scotch, après ça va être l'horreur, ça va laisser de la colle dessus. Donc non, voilà, utiliser des choses qu'on a chez soi et pas voilà, détourner des objets, c'est pas gênant. Donc en fait, on se le pose sur la machine et on aligne le tissu au fur et à mesure avec notre scotch pour toujours coudre à la même distance et que l'aiguille arrive toujours au même endroit. Hop. Donc là, pareil, mon aiguille est plantée. Je soulève légèrement. Je sais même pas si vous le voyez. Vous voyez, c'est vraiment... Et puis surtout, on fait pas un grand truc comme ça quand on fait un arrondi. Parce que sinon, on a des accordéons. Donc, faut pas hésiter à faire. On soulève, on fait un point. On soulève, on fait un point. On soulève, on fait un point. Et c'est grâce à ça qu'on fait des beaux arrondis. Voilà. Là, mon arrondi par rapport à mon patron, il était un peu trop anguleux. Vous voyez, c'est un petit arrondi. C'est pas un gros arrondi qui faisait ça. Du coup, il est pas très visible au final. Si vous voulez des beaux arrondis, bien arrondis, il va falloir prendre un objet qui va faire un arrondi plus de plus loin. Voilà, parce que là, on a encore beaucoup d'angles. C'est pour ça que c'est moins marqué. Donc, hop, je continue. Toujours, j'aligne mon tissu avec le repère que j'ai pris sur mon pied de biche. Pied de biche, ça va, ça parle à tout le monde, hein? C'est bon? C'est cette petite partie-là qui monte et qui descend, enfin qui permet de faire avancer. Donc en fait, elle se soulève pour permettre aux griffes qui sont en dessous
de faire avancer le tissu. Elle se soulève, hop, ça avance, elle se remet. Elle se soulève, hop, les griffes font avancer le tissu. Et puis tout ça, c'est coordonné avec l'aiguille qui pique au fur et à mesure. Hop. Voilà. Alors là, c'est le petit détail qui est quand même super, le fait que moi, ma machine soit configurée à chaque fois avec l'aiguille qui se plante à chaque fois que je m'arrête. Ça, c'est vraiment super parce que j'ai pas besoin à chaque fois de me dire attention, avant de soulever ton pied de biche, fais attention à bien planter l'aiguille. Ça fait partie des petits plus de certaines machines qui sont pas négligeables. Voilà, hop, je continue à avancer. Là, je vais tenir compte du fait que elle va devoir monter sur une épaisseur. Donc, j'appuie bien sur le tissu et des fois, mon pied de biche en avançant, il va me retrousser mon tissu. C'est énervant, mais ça arrive très très souvent. Donc, quand c'est comme ça, on s'arrête, on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche et on remet le tissu. On le force à bien se mettre sous le pied de biche. Voilà. Et là, il est bien placé. Hop, je continue à avancer. Je vais jusqu'au bout. Voilà. Je fais mon petit aller-retour. Et voilà. Je coupe mes fils. Tac, tac. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. J'ai ma petite pochette qui est terminée, presque en tout cas, qui commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, il va falloir lui mettre un système de fermeture. Donc moi, j'ai choisi des pressions résine parce que c'est facile à mettre. On peut les mettre à la fin. Il suffit d'avoir pour ça une pince à pression. Il y en a de plusieurs marques qui vont être très pratiques. Voilà. Donc pince à pression, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça s'achète donc dans les boutiques, dans les merceries, avec les pinces à pression, les pressions résine qu'on trouve dans toutes couleurs, tout un tas de couleurs. Donc, hop, voilà. C'est à ce moment-là, donc il va falloir placer. Donc, j'en profite, j'ai un échantillon de savon. Je vais le faire rentrer dedans pour voir l'épaisseur. Parce que selon l'épaisseur, des fois, on va pas placer nos pressions au même endroit. Si vous fermez trop votre objet, votre pochette, ben si le savon est épais, vous allez avoir du mal à refermer. Donc, faut pas hésiter à lui laisser un peu de marge, c'est-à-dire que là, vous voyez, mon rabat, il est pas directement au niveau du repli. Je le fais pas comme ça. Hop, je le déplace. Ici, il y a 1 centimètre. Vous voyez? Ici, entre là et là, il y a 1 centimètre. C'est l'idéal par rapport à l'expérience que j'en ai pour prendre en compte l'épaisseur des savons. Donc maintenant, j'ai des petites pressions résine assorties. C'est ça qui est génial, c'est de pouvoir avoir plein de couleurs pour pouvoir s'amuser avec l'esthétique. Donc tout simplement, à chaque fois, les pressions résine, on a une partie punaise, on peut voir ici, un embout, il y a des embouts mâles et des embouts femelles. Alors si vous voulez, tout à l'heure, vous passerez, je vous montrerai la différence. L'embout femelle, il est creux, l'embout mâle, il dépasse. Voilà. Voilà. Donc, je vais percer mon tissu avec la partie punaise. Hop, vous voyez. Ici, je vais lui mettre l'embout mâle. Ça va, tout le monde voit bien? C'est clair? Voilà. Et je prends ma pince à pression. Il y a une partie plate plus large qui va donc aller au niveau de la tête de la pression, la partie punaise, et une partie transparente qui va venir écraser la pointe de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc là, il faut faire attention simplement avec la partie transparente à être bien centrée pour bien écraser dans l'axe. Parce que si on est un tout petit peu de travers, on va avoir notre pointe qui va être écrasée comme ci, comme ça, et après, ça va pas bien fermer. Donc on fait attention, hop, qu'on est bien dans l'axe, et on appuie fort. Voilà. Et on sait que c'est bien fait quand l'intérieur est tout plat. Notre pointe a été écrasée, elle est venue sceller la pression. Donc maintenant, je mets l'autre au même niveau en face. Pareil, je perce.
Alors quand les tissus sont un peu épais, on peut utiliser un poinçon. Voilà, parce que des fois, juste la pointe de la punaise, ça suffit pas pour percer, et c'est un peu énervant. Donc un poinçon, on en trouve dans les merceries aussi, ou des fois dans les boutiques de bricolage. Voilà. Donc, hop, à nouveau, j'ai bien mis mon embout mâle. On fait attention. Si on a un doute, on revérifie avant d'écraser, parce que les pressions, c'est génial. Mais dès que on a fermé notre pression, si on s'est planté, c'est assez difficile à enlever. C'est énervant. Donc, il vaut mieux revérifier 10 fois, dire oui, bon là, j'ai bien mis mon embout mâle, c'est bon, c'est dans le bon sens, je peux y aller. Clac. Là, pour les premières, oui. Voilà. Bon, visuellement, c'est pas difficile, hein. Vous voyez, je les mets au bord. À chaque fois, il y a peut-être 7 millimètres avec chaque extrémité. C'est visuellement, en fait, c'est l'esthétique. Donc, vous pourriez très bien la mettre plus bas ou plus haut. Après, l'idéal, c'est que ce soit le plus près possible du bord, sans que ce soit non plus trop près. Enfin voilà, c'est pour ça que je mesure pas. Par contre, là, ce qui va être intéressant, c'est une fois que j'ai placé mes 2 premières pressions, je prends en compte le fait que je replie pas jusque là. Je laisse un petit centimètre ici. Tac, tac. Et ce que je fais moi pour marquer, c'est que j'appuie. Et en fait, ça fait une trace dans le tissu. Est-ce que vous la voyez à l'écran? En fait, voilà, j'ai appuyé fort et ça fait des traces rondes dans mon tissu. Donc après, si on veut accentuer, on peut remettre un petit trace au stylo. Hop et hop. Parce que évidemment, on a marqué notre tissu, mais très vite, ça s'en va, ça se voit plus. Donc voilà. Je peux mettre des petits repères avec mon stylo qui s'efface. Et maintenant, je prends les autres parties punaises et je vais passer à l'intérieur et je vais faire ressortir la pointe sur mes marques. Voilà, donc hop, elle est là. Je lui mets l'embout femelle. Et là, alors, 2 solutions. Soit on prend toutes les épaisseurs en compte. Je vous fais bien remarquer que je suis passée à l'intérieur. Hein. J'ai pas transpercé depuis l'arrière parce que sinon, il n'y a plus rien qui rentre. Ben, je vous le dis parce que on fait toute l'erreur à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, faut faire attention à ça. On passe bien par l'intérieur. On fait rentrer la partie pointue à l'intérieur. On fait ressortir. Et hop, on va pouvoir écraser à nouveau cette pointe avec l'embout femelle cette fois. On se trompe pas, on lui met pas un deuxième embout mâle parce que elle va pas aimer. Ensuite, pareil de l'autre côté. Hop, je fais attention avant de faire sortir ma pointe d'être bien sur mon repère. Voilà, vous la voyez sortie. Je lui mets l'embout femelle par-dessus. Hop, je vais l'écraser à nouveau. J'ai bien fait attention d'avoir un embout femelle et pas un embout mâle. Hop, j'écrabouille. Et voilà. Et là, l'idée, c'est que ça doit faire clac. C'est bon. Si ça fait pas clac, c'est pas bon. On réécrase un petit coup. Ça veut dire qu'on n'a pas assez appuyé et que du coup, ça va pas bien s'emboîter. Alors, les pressions résine, au début, elles sont dures. Il faut forcer pour les fermer, forcer pour les ouvrir. Donc, voilà. Mais au fur et à mesure qu'on les utilise, hop, c'est de plus en plus facile. Donc, faut pas hésiter à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Voilà. Et donc, ma petite pochette est finie. Je peux y glisser mon savon à l'intérieur. Hop, je ferme. Voilà, mais ils ont tous les deux, en fait, les 2 formats des savons et shampoings comme avant sont compatibles avec cette taille. Donc, je peux essayer avec le savon tout à l'heure, vous verrez, c'est nickel. Voilà, donc c'est terminé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les explications? Oui? Ouais. Alors, parce que c'est de la gabardine, ça va passer à la machine. Non, non. Et puis, par contre, si c'était du coton enduit, le coton enduit, il aime pas la machine. Voilà. Donc, si c'est du coton enduit, ce que je conseille, moi, c'est de laver à la main avec du savon comme avant, par exemple. Votre savon qui est à l'intérieur, vous le sortez, vous le lavez avec, vous mettez à sécher.
Et puis voilà. Donc c'est très facile à entretenir. Si vous le passez à la machine, c'est 30 degrés, pas plus, mais ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de les passer à chaud. Et puis évitez, donc le mettez pas au sèche-linge. Hein, de toute façon, c'est pas très écologique. Donc voilà, votre petite pochette est terminée. Et le seul équipement vraiment spécifique que vous avez dû avoir, c'est une machine à coudre et puis cette pince à pression. Après, vous pouvez mettre très bien d'autres systèmes de fermeture qui évitent d'acheter la pince. Par exemple, au moment de la couture, on peut lui mettre un petit lien qu'on plie en deux, comme ça. Imaginons que ça, c'est un petit bout de ruban, par exemple. Je le prends, je le plie en deux. Et au moment de ma couture, avant de coudre la première étape de couture, on le met à l'intérieur, entre les deux tissus, c'est-à-dire que c'est pris en sandwich. On lui prend la boucle, on la met vers l'intérieur, hop, comme ça, en tenant compte qu'on va avoir une marge de couture qui va être à 1 centimètre. Et donc, on le met à l'intérieur, notre tissu par-dessus, et notre petite boucle, elle est prise en sandwich. Ce qui fait que quand on va retourner, elle va se retrouver comme ça, vers l'extérieur. Et après, plus qu'à fermer et coudre un petit bouton basique. On peut très bien aussi mettre du scratch. Bon, après, des fois, c'est un peu plus galère à coudre le scratch parce que les aiguilles, il faut une aiguille plus épaisse. Enfin, c'est des fois un peu plus. Donc pour des petits ouvrages comme ça, le plus pratique que j'ai trouvé, c'est les pressions résine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?